Bonjour, donc Nicolas Perrard, je suis adjoint à la commune, c'est pas une ville, à la commune de Saran-Malachal. Et pour vous resituer un petit peu la commune, donc c'est un petit village de 1100 habitants qui se situe à 20 minutes au sud de Saint-Étienne, dans le parc du Pilat. Donc on est une région plutôt d'altitude, à une altitude moyenne de 900 mètres d'altitude. La commune a une superficie, pour vous dire, il y en aura, c'est important pour la suite, de 1900 hectares et à peu près la moitié en forêt de sapin. Voilà, donc au niveau ressources forestières, on est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est le contexte. En 2018-2019, la commune a des chaudières toujours, mais c'est toujours d'actualité, a des chaudières fuel vieillissantes avec beaucoup de charges de maintenance. Et donc une première réflexion, se dire vers quoi on va évoluer, quel système plus vertueux on va évoluer. Saint-Bonnet-le-Froid, qui sur notre communauté de communes, avait déjà travaillé déjà avec R43 et travaille toujours avec R43 sur des modules de chaudière bois déchiquetés. On est parti à leur rencontre. Le maire de ce moment-là nous en a dit vraiment du bien. Donc on est parti, on a demandé à prendre rendez-vous avec Jacques Vieille de R43. Il est venu nous rencontrer. Il a rencontré le conseil municipal. Et il nous a présenté sa coopérative, ses engagements, et il nous a présenté le système qui pourrait convenir pour nos bâtiments publics à la base sur notre commune. Donc pour vous dire, on a à peu près 8 bâtiments publics dans le centre-bourg. Ça va des commerces, de, le bar, la mairie, plusieurs choses comme ça. Donc on s'est retrouvé à lui présenter notre projet. Tout de suite, il nous a dit, ben, ça serait bien de faire un petit réseau de chaleur bois dans le centre-bourg pour alimenter nos bâtiments publics. On avait tout de suite envisagé d'y raccorder l'école qui est privée. Voilà. Au bout de quelques rencontres, il nous dit, c'est bien, mais la densité de chaleur au mètre va pas suffire pour que ce soit suffisamment rentable, on va dire. Il fallait que ça coûte pas trop cher pour les consommateurs. Donc, il nous dit, pour que le réseau fonctionne bien, il va falloir y greffer quelques habitations privées. Donc le conseil qui avait trouvé le projet, à qui le projet parlait vraiment, parce que c'est un projet local, on va valoriser notre forêt, c'est du développement durable, ça leur parle beaucoup aussi, et en plus on peut aller chercher quelque chose d'économique qui ne nous coûterait pas plus cher que le fuel aujourd'hui. Donc le conseil est parti avec son bâton de pèlerin, visiter les habitants du village et leur proposer ce réseau de chaleur qui alimente toutes les maisons du vieux centre-bourg. Et le retour a vraiment été à la hauteur de ce qu'on espérait, même beaucoup plus, parce qu'on s'attendait quasiment l'unanimité des maisons est venue se proposer de se raccorder à notre réseau. Voilà. Donc ça, c'était en 2020-2021, pendant le Covid. Aujourd'hui, le projet a bien avancé. On va attaquer les travaux incessamment sous peu avec si vous voyez sur la carte le bâtiment rouge en haut à droite, ça sera la future chaudière. On a que le conseil municipal a acquéri. Et on a un réseau en rouge d'à peu près 700 mètres linéaires pour accorder les maisons en vert, les maisons en bleu, les maisons en orange, c'est des bâtiments vocation publique mais privés. Voilà, donc c'est l'école, c'est l'OPAC. Donc toutes ces maisons seront accordées, et ce qui nous permet, grâce à cet engouement des habitants, d'avoir une densité suffisante pour pouvoir valider économiquement ce réseau de chaleur. Voilà, donc on espère attaquer les travaux avec R43 et courant août pour les finir autour de la mi-octobre et mettre le réseau de chaleur dans l'hiver en place. Voilà, je ne sais pas si au niveau question pour que j'essaye d'être plus précis après. Et hein, merci beaucoup. Donc ça, merci pour le récit, la genèse et l'état d'avancement de ce projet. Mais peut-être en attendant les premières questions, est-ce que vous pouvez rentrer dans la répartition des rôles que vous avez eus entre la collectivité et donc R43, l'opérateur?
Et puis, dans la relation qui s'est nouée avec R43 au fur et à mesure de travailler ensemble, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Voilà. Donc, en fait, quand on a rencontré Jacques pour la première fois, donc il nous a présenté un système coopératif. Dans une commune, on n'est pas vraiment habitué à travailler avec des coopératives. Clairement, on fait des appels d'offres et c'est souvent des entreprises privées qui vont répondre. Et donc là, c'est une coopérative. Et pour moi, ça me parlait déjà bien parce que je suis agriculteur et on travaille beaucoup en coopératif. Et l'avantage d'une coopérative à petite échelle comme R43, c'est qu'on est vraiment très proche de la décision et enfin, les engagements sont proches, les gens sont proches. Et c'est vraiment un point très fort. J'allais dire, c'est qu'un coup de téléphone, on n'a pas besoin d'attendre pendant 15 minutes pour, enfin voilà, sur des grosses entreprises privées pour obtenir quelqu'un au bout du fil. Bah, cette proximité, c'est vraiment une force. Et puis, R43, on sent l'engagement derrière. Donc, ça nous a convaincus aussi. On se rend bien compte voilà, que le réchauffement climatique il fait son effet et que si on ne prend pas les mesures aux échelles communales, on les prend nulle part. Voilà, donc cette relation coopérative nous a vraiment plu. Donc il y a eu bien sûr des hauts et des bas, hein, parce qu'au départ, on était parti pour faire une régie. Et Nicolas l'expliquera peut-être un peu plus que moi, mais la régie n'a pas pu fonctionner parce qu'il y a eu des financements qui ont été stoppés par la région. On est parti sous une autre forme, plus une forme de DSP. Voilà, et aujourd'hui, donc, c'est parti pour faire ce travail vraiment en duo avec R43 pour les 20 années qui arrivent. Et on espère aussi, c'est pouvoir le réseau éventuellement l'étendre. Et vu que c'est un réseau de chaleur, et si un jour on voit que notre ressource bois, elle a des soucis, eh ben, elle peut être alimentée, notre eau chaude, elle pourrait être peut-être alimentée par des choses, par du photovoltaïque, voilà, on pense que dans l'avenir, il y aura d'autres solutions pour alimenter des réseaux de chaleur. Voilà. Ouais, Ok, peut-être pour ouais, compléter un peu ce point, parce que je trouve Nicolas Perrard un peu modeste. En termes de partage de rôle, il y a eu quand même tout un travail de la commune d'enquête justement auprès des habitants et des acteurs de la commune, c'est-à-dire que tout le travail de porte-à-porte pour consulter un peu tout le monde, ça a tout été fait par un petit groupe d'élus, Nicolas entre autres, mais voilà, qui a suivi vraiment depuis les premières réflexions jusqu'à aujourd'hui et qui s'est vraiment beaucoup investi pour aider aussi le projet à sortir. Et je pense que ça participe pour beaucoup du succès sur le plan commercial, on va dire, de l'opération, quoi. très bien, merci. Donc, une proximité aussi apportée par la collectivité, proximité aux futurs abonnés, Mm. futurs consommateurs de l'énergie. Et ben justement, en parlant de proximité, quelle place les habitants ont-ils dans le projet? Est-ce qu'ils ont une place active ou est-ce que bon, ils sont simplement très contents, mais n'ont pas de rôle particulier? Et est-ce que le fait que R43 soit une coopérative, ça a permis de nouer des liens particuliers avec les habitants? Et notamment, nous, à Énergie Partagée, on s'y intéresse beaucoup, hein, à l'investissement citoyen, à la possibilité pour les habitants et consommateurs d'énergie d'investir dans les outils de production d'énergie renouvelable. Est-ce que là, ça a fait partie du projet ou pas encore, ou pas du tout? Voilà. Ouais, je peux répondre à la question peut-être. Euh, on a Depuis le début, on a fait le choix, nous dans notre coopérative, d'ouvrir systématiquement sur ces projets le capital de la coopérative aux acteurs concernés. Et là, le premier acteur pour nous concerner sur ce projet, c'est la commune. Donc sur ces projets-là, quand on développe des réseaux comme ceux-là, c'est la commune à qui on propose de rentrer, de devenir sociétaire. Ça répond d'ailleurs à, je vois qu'il y a des questions là qui sortent, à une des questions qui se posait. Donc la commune, oui, elle est bien partie prenante dans l'opérateur coopératif. Elle a fait sa demande de prise de part et pour info, on a l'AG dans quelques semaines et voilà, on va officialiser ça. Après, concernant les habitants, on leur a du coup fait passer à tous une note explicative pour expliquer cette possibilité. On en a parlé également lors des réunions publiques qu'ils ont la possibilité de pouvoir participer
financièrement et ou en termes de temps et de participation à des décisions éventuelles, à des réflexions éventuelles au sein de la coopérative, hein, dans nos instances. Pour l'instant, sur Saint-Romain, ça n'a pas débouché sur des demandes d'habitants d'aller plus loin. Mais si je compare avec une dynamique similaire au Monestier-sur-Gazeille, pareil, sur un projet du même ordre de grandeur qu'on réalise, là, on est un peu plus avancé dans les travaux et on a 2 habitants qui se sont manifestés pour prendre des parts dans la coopérative, par exemple, qui sont des habitants, même 3, qui sont des gens concernés par le raccordement. Donc, on va voir à Saint-Romain, on en reparlera. Est-ce que ça intéresse des gens ? Nous, c'est pas quelque chose en tout cas qu'on conditionne. On ne demande pas aux gens de prendre des parts pour être abonnés. Ça reste une participation libre, mais elle est possible. Voilà. Donc, je ne sais pas après si peut-être je vois qu'il y a des questions qui sortent. Arnaud, est-ce que j'y réponds oralement ? Eh ben, écoute, on fait ça et comme ça laisse le temps à l'autre Nicolas de préparer une anecdote pour conclure le témoignage. Alors, je te laisse traiter les questions, tu les as? Ouais, je vois un peu que les questions qui sortent. Alors, il y en a qui se recoupent un peu. Je vais essayer d'y répondre à plusieurs en même temps. Alors, déjà, il y a des questions un peu d'ordre juridique sur la contractualisation, la consultation pour l'opérateur en DSP. Donc, bon, en gros, effectivement, comme l'a expliqué Nicolas Perrard, on avait visité ensemble un projet fait par Beta Energy, qui est également un opérateur territorial du côté du Sud Puy-de-Dôme, qui avait été fait en régie. Et ça nous avait assez inspiré parce que ça permettait d'avoir aussi un partage des rôles intéressant entre la commune, maître d'ouvrage et maître d'œuvre de la partie réseau, enfin maître d'ouvrage, et l'opérateur, maître d'ouvrage de la partie production. Finalement, ça n'a pas pu se faire parce que les subventions régionales ont été complètement bloquées pour les communes, entre autres, sur les énergies renouvelables et notamment sur le bois énergie, au moment où la régie était en train d'être créée. Donc, ça a pas mal rebattu les cartes et on s'est rabattu avec l'AMO de la commune sur la solution d'une délégation de service public. Effectivement, il y a eu une consultation. Il y a eu, pas que nous qui avons visité le projet du coup à ce moment-là, mais il n'y a que R43 finalement qui a répondu. Donc, il y a eu consultation, mais il n'y a pas eu de concurrence vive. Voilà, je continue un peu sur les questions d'ordre juridique. Donc, ouais, j'ai répondu du coup à la question pourquoi passer de régie à DSP. Donc, la durée de la DSP, elle est sur 20 ans plus 1 an de travaux, ou 1 an de travaux plus 20 ans de fonctionnement. Alors, est-ce que ça a posé problème que la commune souhaite prendre des parts dans l'R43 ? Est-ce que c'est un problème qu'une commune soit actionnaire d'une société ? Non, ce n'est pas un problème. Il y a des communes qui sont largement actionnaires, par exemple de SEM ou autres, qui sont aussi des entreprises de droit privé et et voilà, il peut tout à fait y avoir une participation d'un côté et une mise en concurrence. Tant que les règles de mise en concurrence sont respectées, ce n'est pas un problème, c'est pas un point bloquant. C'était même, pour être très clair, dans la consultation, la commune avait même demandé dans les critères de notation, il n'y avait pas que des choix technico-économiques, enfin que des critères technico-économiques, il y avait également une demande d'explicitation de la part des répondants sur est-ce que, quelle est la gouvernance de l'opérateur et quel est le degré, en gros, quelle est la transparence qui est proposée, donc voilà. Donc ça peut même être quelque chose qui peut être demandé dans le cadre de la consultation. Après, dans les autres questions, donc bon, durée de la DSP, ça j'ai répondu, 20 ans. Alors, il y a des questions un peu techniques. En gros, la production totale en mégawattheure, on va être sur un réseau. Alors, il va faire ça dépend si on compte toutes les petites branchettes après les réseaux de suggestion, comme on dit dans les bâtiments et autres, mais il y a entre 5 et 700 mètres linéaires pour à peu près 600 mégawattheures. Il y a à peu près 550 mètres de tranchée pour à peu près 550 mégawattheures. Donc, il y a à peu près une densité d'1 mégawattheure par mètre linéaire, enfin, par mètre de tranchée. Le mégawattheure, combien il va coûter? Donc, il va être facturé moyennant un abonnement à une part variable, comme c'est assez classique sur les services en réseau. Et
en coût moyen, si vous voulez, ça va être autour de 130 € hors taxe le mégawattheure. 13 centimes du kilowattheure, si vous voulez, chaleur tout compris, investissement, entretien, exploitation, voilà. Donc les gens, ils s'acquittent de frais de raccordement les usagers assez faibles au démarrage, autour de 3 000 € avec des aides possibles, et après, ils n'ont plus que leur abonnement et leur part chaleur à payer pendant 20 ans. J'essaie de faire vite. Et à comparer aux factures qu'avait la commune sur le fuel et j'imagine vous aviez fait une estimation sur le remplacement des chaudières fuel et tout ça. Est-ce que économiquement, aujourd'hui, ça tient la route ou est-ce qu'il y a un surcoût qui correspond aussi à l'engagement dans le développement durable de la commune? Ben, je sais pas si Nicolas voudra compléter. Ce que je peux en dire, c'est que au niveau des études d'avant-projet, ce que les études montraient, c'est que en gros, le prix du fuel, il est un peu moins cher. Lui, le fuel tout seul, quand on achète du fuel tout seul, il est un peu moins cher que 130 €, que 13 centimes du kilowattheure, très très légèrement. Mais en fait, si on rajoute l'entretien, la maintenance et tout ça, et l'investissement, parce qu'il y avait plusieurs chaudières qui étaient à renouveler, donc là, il fallait vraiment changer de système. Si on rajoute tout ça, la solution de la mise en réseau était très intéressante. Et chez les usagers particuliers, c'est un peu pareil. Alors après, ça dépend toujours un peu des gens. Il y a des gens qui ont un système récent, du coup, ils vont dire « Ah mais non, mais moi, je n'aurais pas besoin de le renouveler, donc je peux pas comparer avec l'amortissement. » Enfin, vous voyez, c'est un petit peu au cas par cas, mais globalement, pour les gens qui se raccordent, ils sont sur un prix qui va être égal ou inférieur à ce qu'ils avaient maintenant, sauf pour peut-être un ou deux qui étaient chauffés au bois bûche, mais eux, ils s'achètent du confort, moins de soucis. C'est des personnes aussi qui prennent un peu de l'âge. Donc, ils s'achètent aussi de la tranquillité et le service clé en main. Faut pas oublier que la valeur ajoutée d'un service comme ça, c'est pas juste de dire on va faire du moins cher. Non, et pas seulement aussi un service écologique, mais c'est aussi de dire on apporte un service clé en main. Là où avant, des gens avaient quand même tous les soucis à gérer par rapport à leur système. Et donc, pour certains, ça a été suffisant, même si c'était un peu plus cher par rapport à leur bûche, quoi. Voilà. Après, dans les autres questions, là, je vois qu'il y a rapidement des questions un peu sur le bois. Alors, les relations à l'ONF, on en a assez peu, nous directement R43. Nous, on n'est pas exploitant forestier. Notre travail, il commence à l'achat de bois. Et ensuite, on s'occupe, nous, de la production de combustible, de l'achat de bois jusqu'aux livraisons. Et en passant par la transformation, le séchage. D'ailleurs, il y a une question sur le séchage. Alors, nous, on ne sèche pas les plaquettes. Nous, on fait sécher le bois en billon, en bord de route ou sur nos plateformes qui sont disséminées sur le territoire. Parce qu'on broie essentiellement de l'épicéa, enfin des résineux qui sèchent assez bien en billon. Donc d'ailleurs, il n'y a pas besoin de procédé de séchage de plaquettes. On livre après broyage. Et donc oui, pardon, j'ai pas fini de répondre par rapport à l'ONF. Ouais. On a assez peu de relations parce que en fait, la forêt est principalement privée en Haute-Loire. À plus de 90%, beaucoup de petits propriétaires. Et les forêts domaniales et les forêts publiques qui sont gérées par l'ONF, nous, on ne le voit pas directement. Alors, on consomme du bois peut-être qui vient de ces forêts via les exploitants à qui on achète le bois, mais ce n'est pas l'ONF directement avec qui on traite. Voilà, avec qui on traite. Et donc pas vraiment de bois provenant des affouages. Alors, il y a une question sur les affouages qui sont enfin, nous, on parle plutôt de communaux par ici. En gros, les forêts qui sont en propriété commune, en fait. Alors, non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de bois qui vient de là. Par contre, ça peut arriver, je pense au Monastier, par exemple. Il y a des communes qui peuvent être propriétaires, elles, de forêts. Et c'est le cas aussi de Saint-Romain, il me semble, de plusieurs hectares. Et du coup, quand un réseau de chaleur se développe sur la commune, on peut envisager de voir comment gérer et exploiter peut-être différemment ces forêts-là pour qu'ils puissent approvisionner, servir directement au réseau communal. C'est la raison pour laquelle, que ce soit là sur Saint-Romain, mais aussi sur d'autres communes, on souhaite nous développer des plateformes au plus proche en fait, des communes, et on a pour projet d'en développer une à Saint-Romain pour vraiment optimiser les circuits courts entre les forêts communales et privées qui sont avoisinantes et la chaufferie commune, quoi. Voilà. Génial. Il y a une question sur la contractualisation avec les propriétaires forestiers, sur comment est contractualisé l'achat de bois. Oui.
Ah oui, ouais, exact, ouais, Myriam Duval. Alors, nous, on contractualise assez peu avec les propriétaires forestiers. Alors, un petit peu, on achète à certains un petit peu de bois en direct, mais la plupart passent après par des gestionnaires forestiers et des exploitants qui peuvent être des coopératives forestières ou autres. Et c'est plutôt avec eux qu'on va contractualiser. On contractualise sur des volumes, généralement, des volumes par an. Avec un tarif, voilà, et on renégocie ça régulièrement, une fois par an en général, on rediscute du volume pour la saison suivante, quoi. Dans les questions, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Alors, tu avais sur les émissions de particules, en as-tu parlé? Alors oui, ah oui, c'est une question là-dessus. Alors ça a été une question avec la commune parce que puisqu'on est parti finalement sur l'idée de faire une chaufferie dans un ancien bâtiment que la commune a racheté et mis à disposition du service, donc qui est le bâtiment en rouge sur la carte, on était quand même vraiment en centre-bourg et du coup pour limiter au maximum les émissions de particules, on a choisi d'investir en plus sur des moyens complémentaires de traitement des particules, sur des filtres, voilà, sachant qu'on va vraiment être sur des émissions qui vont être au final très basses, qui seront peut-être inférieures même à ce qu'une cheminée foyer ouvert pourrait émettre dans le bourg. Donc en fait, on va plutôt avec ce projet, vu qu'on va supprimer aussi du bois bûche, on va plutôt réduire et beaucoup de fioul, on va réduire en fait les émissions de particules avec la mise en réseau. Génial. On se demande, avec tous ces avantages, pourquoi on ne fait pas ça partout, dans toute la France, mais ça paraîtrait si évident. Mais là, il y Et, a une question, voilà, d'ailleurs, dans le Grand Est, est-ce qu'il y a voilà, il y a un R43 dans le Grand Est? Alors, ça, faut y travailler peut-être. Je pense que du côté du Grand Est, doit y avoir Sylvain, Fatoumata ou autres dont c'est le travail pour énergie partagée d'y travailler. Donc effectivement, ça, je pense qu'Arnaud en a parlé aussi en introduction. C'est un peu l'enjeu aussi du collectif et d'énergie partagée que d'y travailler à l'essaimage de ces coopératives, enfin, de ces modèles-là, qu'ils soient coopératives ou en SAS à gouvernance partagée. Il peut vraiment y en avoir à une maille qui peut être départementale. Enfin, on voit qu'à 43, on travaille, nous, sur à peu près la moitié de la Haute-Loire, enfin un gros tiers de la Haute-Loire, et qu'on a déjà beaucoup de travail. Donc, il peut y avoir des opérateurs qui se développent voilà, dans les différentes régions. Et on est là, en tout cas, énergie partagée, collectif Chaleur Bois Territoire, on est là vraiment pour accompagner ces dynamiques. On voit que dans le Grand Est, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. En termes d'émergence, on a la Bretagne qui travaille beaucoup en ce moment. On a Auvergne-Rhône-Alpes qui travaille beaucoup. L'Occitanie aussi, il se passe des choses. Mais il y a encore beaucoup de régions dans lesquelles qui sont extrêmement boisées. Hein, c'est le cas du Grand Est. Où on peut travailler ensemble et accompagner l'émergence de nouveaux opérateurs. Voilà. très bien. Merci. Peut-être dernière question technique, et après on passe la parole à Nicolas sur Est-ce que vous aviez déjà les accords des propriétaires raccordés avant de lancer la DSP C'est une ou très pas? bonne question parce que ça, voilà, ça montre aussi un peu la collaboration avec la commune. En fait, ce qu'on a fait, c'est quand il y a eu au stade de la faisabilité, avant toute contractualisation, bon, les gens ont été consultés déjà par la commune, puis par le bureau d'études pour regarder la faisabilité. Donc, ils ont donné un premier avis à ce moment-là. Et lors de la réunion publique, ils ont pu donner après un premier avis. Et ensuite, la commune a joué aussi là un rôle en faisant un travail qu'on peut appeler de pré-commercialisation, c'est-à-dire avant de lancer officiellement la DSP et en consultant, en disant bah, nous, commune, cherchons un opérateur pouvant faire ce projet. Et au lieu de balancer ça en disant bon, bah, et puis débrouillez-vous, elle avait publié bah, voilà la liste des personnes qui ont donné un préaccord. Donc, on va dire tous les opérateurs étaient à peu près sur la même ligne de départ après en ayant à ce moment-là un préaccord de la part des habitants qui étaient intéressés. C'est important aussi pour respecter bah, la mise en concurrence parce que il faut pas qu'il y ait de distorsion. Il faudrait pas qu'R43 ait toutes les informations de qui est intéressé, qui ne l'est pas, et puis les autres rien du tout. Là, on avait vraiment eu une vigilance avec l'AMO de la commune
pour que tout le monde soit sur le même point de départ par rapport à ces informations. Et après, les gens, une fois la DSP signée, là, c'est nous, en ce moment même, qui officialisons en fait la signature, la contractualisation avec chacun via la signature des polices d'abonnement. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a épuisé les questions. Nicolas Perrard, s'il y avait une anecdote à partager sur cette aventure avec R43. Juste, je pourrais ajouter une petite chose avant Bien de sûr. une anecdote, c'est que sur la qualité du bois, je sais pas si tu l'as dit Nicolas, mais le bois, on est vraiment sur du bois déclassé, c'est jamais du bois de coupe, quoi. Ce sera vraiment les pointes des bois, les arbres morts, on est vraiment sur, on va valoriser du bois qui ne le serait peut-être pas forcément, donc c'est aussi important, quoi. Tout à fait. Voilà. Et après pour l'anecdote, juste ma petite remarque, c'est enfin, c'est quand le conseil était convaincu par le projet avec R43 et qu'on est parti frapper aux maisons, c'est l'accueil des gens. Des fois, on se dit, les gens s'en foutent un peu de tout ce qui est développement durable, et pas du tout, quoi. Les gens, tout de suite, le projet, ça leur a plu. Quand on leur a parlé de faire de l'écologie, mais en plus de faire de l'économique, c'était, les gens s'y sont vraiment retrouvés, et puis valoriser ce bois local plutôt que du fioul. Ça leur a parlé. C'est ce qui fait que cette carte, elle est pleine de couleurs aujourd'hui, et c'est bien, quoi. C'est vraiment le moment marquant du projet aussi, quoi. Oui, c'est une belle image de la dynamique. On sent que ce projet vous a permis de mettre en dynamique votre commune sur un des aspects de la transition énergétique, la chaleur renouvelable. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons reprendre le fil du webinaire avec les prochains témoignages que je vais retrouver tout de suite avec Madame Reux, maire de la commune de Scharnecles, pour un projet avec l'opérateur Forest ENR.